Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gann, cet après-midi, c'est une journée importante, en tout cas on prend connaissance des indices PMI pour la Chine, la zone euro, les États-Unis. Un chiffre encore attendu tout à l'heure pour l'économie des États-Unis. On vient de prendre connaissance des chiffres du marché du travail au mois de mars selon l'ADP qui sont inférieurs au consensus. Alors comme le disait à l'instant Adriane, c'est pas la fin du monde, mais en tout cas ça provoque sur le court terme une baisse du dollar américain. Vous allez voir d'ailleurs que les graphiques, et notamment le graphique de l'indice Dow Jones FXM Dollar Index, permettait d'identifier une résistance qui agit là sur le court terme. Je vous laisse prendre connaissance de cet avertissement légal que vous connaissez par cœur et qui rappelle les risques inhérents au trading et aussi qu'il s'agit d'une présentation purement indicative. Je pense que le son fonctionne normalement, n'hésitez pas à me le confirmer. Si le son n'est pas assez fort, c'est que vous devez l'augmenter chez vous, puisque de mon côté j'ai exactement le même paramétrage qu'hier. Vous avez deux possibilités, à la fois le son directement dans Windows ou une petite molette de son qui est intégrée à la salle de trading. Vous avez une vue là sur mon écran, vous voyez le nom de l'émission, ma photo et un graphique. Vous avez en bas à gauche une petite molette de son que vous pouvez ajuster. Alors, sous vos yeux, une capture d'écran Bloomberg des indices PMI manufacturiers au sein de la zone euro au mois de mars. Globalement, ils sont solides. Ce qui a porté ce matin les marchés actions européens avant d'avoir un trou d'air en début de session US. On va évoquer justement ces marchés actions européens. Mais voilà, vous avez sous les yeux un récapitulatif de l'indice PMI au sein de la zone euro. Vous avez la Grèce, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande. Bref, tous ces pays qui comptent au sein de la zone euro et globalement donc ces statistiques étaient solides. On avait commencé la séance par les chiffres en provenance de Chine avec un PMI manufacturier qui a rebondi au mois de mars, 50,01 contre 49,9 au mois de février selon les chiffres officiels, donc ceux du gouvernement chinois. Et donc globalement le fait de repasser au-dessus du niveau des 50, si on s'en tient à la définition de cet indice, ça signifie un retour à des anticipations d'expansion. Bon, en tout cas, lorsqu'on étudie le même indicateur, mais cette fois-ci selon HSBC Market, le marché se maintient sous le seuil des 50. Dans tous les cas, les actions chinoises ont progressé légèrement hier et globalement elles ont bien clôturé le trimestre. Vous avez sur notre site deux histogrammes qui vous rappellent justement que ces actions chinoises, notamment la place boursière de Shanghai, eh bien, elle enregistre 15% de progression depuis le début de l'année. Globalement, c'est comme notre indice CAC 40, peut-être un peu moins, en tout cas, on n'en est pas loin. Vous avez ici donc ce chart. Voilà, donc vous avez un plein écran dessus, un récapitulatif des performances entre le 1er janvier et, et la séance en fait d'hier, tout simplement la séance d'hier. Et voilà, donc vous avez ce récapitulatif. Donc moi je viens de vérifier, chez moi le son c'est pas loin d'être au plus fort, donc je peux absolument pas l'augmenter davantage, c'est vraiment à vous de l'augmenter chez vous. Voilà donc quelque chose à savoir. Ce qui est important sur ce graphique, c'est aussi de noter le rôle du taux de change euro-dollar dans la performance des actions de la zone euro, puisque lorsqu'on corrige la performance de la variation négative de l'euro-dollar, moins 11% sur un trimestre, c'est beaucoup pour l'euro-dollar, moins 11% sur un trimestre, ça fait longtemps je crois que le taux de change n'avait pas autant baissé. Et encore, c'est pas le point bas du premier trimestre, puisqu'on l'a clôturé aux alentours des 1,07, des 1,08. Mais voilà, concrètement, même en retirant 11% de variation au DAX, au MIB, on a toujours des performances qui sont supérieures à celles de Wall Street. Par exemple, c'est pas compliqué, Wall Street est flat sur le trimestre. Shanghai plus 16%, mais le marché est libellé en yuan, je vous rappelle. Le Nikkei plus 10 pour un marché qui est libellé ici en yens. Bref, ces marchés actions ont donc globalement bien performé. Et la première séance du trimestre, elle commençait plutôt bien. Là, on se dégonfle un petit peu. On verra que le CAC est toujours dans son range 5000-5100 points. Voilà, en tout cas, les PMI sont plutôt solides. Voilà. Alors, en début d'après-midi, juste avant d'ouvrir l'émission, les chiffres du marché du travail aux États-Unis au mois de mars, ils sont pas exceptionnels. Bon, c'est une économie qui crée toujours des emplois, 190 000 je crois, mais le marché anticipait mieux. Globalement, le dollar US monte depuis le 26 mars. Donc voilà, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Le marché anticipait peut-être ces bonnes statistiques. Ça progresse
Ici, donc sur le Dow Jones FXM Dollar Index, on atteint cette résistance, qui est une oblique de résistance que je trouve sympathique. Elle remonte au 18 mars. Et voilà, donc elle permettait de voir une résistance aux alentours des 12 090 points. Voilà, on rejette. Donc sur le très court terme, la hausse du dollar US, elle s'interrompt, ça c'est certain. Et je pense que d'ici le NFP, et je vous rappelle que le marché des changes reste ouvert même le vendredi 5 et le vendredi 3 avril, ce qui ne sera pas le cas, attention, des marchés actions. Les marchés actions seront fermés. Vendredi, d'ailleurs le CAC se ferme dès demain soir et ne rouvre que mardi matin. Donc autant vous dire que si vous craignez par exemple des informations relatives à la Grèce le week-end prochain, je vous invite notamment à couper vos positions sur les CFD indices européens, car nul sait si des gaps sont possibles à l'ouverture mardi de la semaine prochaine. En tout cas, vendredi saint, c'est pas tout de suite, c'est pas demain, donc on peut encore évoquer notamment le marché des changes avec donc un dollar US qui, je pense, va désormais s'établir dans un range compris entre 12 030 points et 12 090. Un petit range au sein duquel il est susceptible de rester avant le rapport NFP, à moins que cet après-midi, les chiffres du PMI manufacturier aux États-Unis permettent d'en sortir. Mais voilà, pour le moment, où nous en sommes. Alors d'ailleurs, je vais tout de suite jeter un œil. Alors, je ne l'ai plus, c'est pas grave. Bref, bon, le chiffre tombe tout à l'heure pour le PMI manufacturier des États-Unis. Donc vous en prendrez connaissance. Mais en tout cas, voilà. Si vous vous demandez pourquoi l'euro-dollar tergiverse et se stabilise, c'est un mouvement qui vient probablement du dollar US, avec ici donc cette résistance qui attrape tous les sommets. Il y a une phase de progression qui était sympathique sur le dollar US depuis une semaine. Depuis le support des 11 886, on a pris 100 points, on se stabilise, c'est logique. Moi je trouve que la réaction elle est raisonnable là. Le dollar US baissote légèrement. C'est en effet pas du tout la fin du monde. Et je pense que voilà, tant que le dollar US se maintient au-dessus du support à 12 000 points ici, sur le Dow Jones FXM Dollar Index, la probabilité reste toujours en faveur de sa tendance de fond, à savoir sa tendance haussière. Donc voilà, ça il est efficace notre indice, franchement, je regarde les deux à chaque fois, soit le FXM Dow Jones Dollar Index, soit le DXY, et je trouve que celui-là fonctionne bien, notamment ici sur ces graphiques intraday, donc ça me paraît intéressant de le suivre. Alors, le dollar US baisse en début de session US, sans pour autant casser de support, en tout cas pas pour le moment. L'euro-dollar, lui, forcément rebondit, mais au fond, il s'établit dans un range, lui aussi, depuis, je dirais, le début de la semaine, depuis hier, en fait, entre 1,07 et 1,08 et 1,08 $, tout simplement. Il y a 100 points de range, je pense, sur le Dow Jones FXM Dollar Index, 12 000, 12 090. Eurodoll s'établit dans un range entre 1,0710 et 1,08 $. C'est un marché qui avait rejeté la semaine dernière sous les 1,1050, qui est ensuite entré dans un range ici bien défini par l'indicateur technique Kishimoku, Tenkan D1, Kijun D1. À ce moment-là, j'avais envisagé le fait que le marché en sortirait par le bas du fait d'un couvercle agissant sur les cours, à savoir cette Kijun D1. Les cours en sont sortis par le bas. Je visais 1,07 voire 1,0680. On a fait 1,0713. On s'établit désormais dans un range. Et donc, pour le moment, la dynamique de l'eurodoll est parfaitement neutre entre ces deux bornes. Idem pour le dollar US, qui après une belle phase de progression, qui était une phase directionnelle à attraper à l'aide des signaux techniques positifs qui avaient été donnés à la cassure de la résistance des 11 962 et des 12 000 points, s'interrompt. Les tendances ne sont pas éternelles. Donc, à court terme, voilà dans quoi ce marché est enfermé et pourrait potentiellement en sortir par le haut si les chiffres du PMI étaient satisfaisants ou si le rapport NFP l'était aussi. Alors, bon, vous avez déjà parlé beaucoup de marchés depuis ce matin. Globalement, des tout derniers chiffres, retenez que la confiance du consommateur US en mars, elle est proche de ses plus hauts depuis août 2007. Il y avait aussi un discours du responsable de la Réserve fédérale de Richmond qui a insisté sur la nécessité de remonter les taux d'intérêt au mois de juin. Donc ça fait partie des éléments qui soutiennent le dollar US. Et donc globalement, voilà, nous sommes à la clôture trimestrielle. D'ailleurs, Wall Street enregistre 9 trimestres consécutifs de hausse.
Vous avez pour ça la possibilité d'étudier les chandeliers trimestriels. Alors comment étudier les chandeliers trimestriels? Soit vous ouvrez vos graphiques, soit vous vous rendez sur le site dailyfx.fr et vous avez un article qui revient justement sur les bougies trimestrielles des indices S&P 500, DAX et CAC. Donc vous pourrez les compter 9 trimestres consécutifs de hausse sur l'indice S&P 500. Est-ce le dernier trimestre consécutif de hausse? Autant vous dire que on pouvait se poser la même question au 5e, au 6e, au 7e, et puis j'imagine qu'au 8e trimestre consécutif de hausse, certains disaient mais c'est pas possible, c'est malsain, on n'en fera pas un 9e. Moi je vous dis on peut en faire un 10, un 11, un 12, personne connaît la limite. Ça arrivera bien pourtant un jour où nous aurons un trimestre de consolidation, mais pour le moment l'analyse technique ne le suggère pas. Alors, les paires en dollars, étant donné que dollar US, je dirais, temporise entre 12 030 et 12 090, j'imagine qu'un certain nombre de paires en dollars ont atteint des objectifs de baisse, là aussi annoncés par l'analyse technique dès la semaine dernière. C'est notamment le cas de l'AUD-USD qui a rejeté sous cette résistance des 0,7912 et qui revient sur ses plus bas annuels. Rejet sous résistance, on revient sur un support. Sur cette paire de devises, seules les résistances selon moi comptent pour des stratégies de vente. Dans tous les cas, nous sommes ici sur un support susceptible de provoquer au moins une période de stabilisation ici, avec sur le très court terme un nouveau range, car il y a en effet beaucoup de ranges. Le marché passe plus de temps en range qu'en tendance. Soyez certains de ça, c'est statistique. Le marché passe plus de temps en range qu'en tendance, et ce lorsqu'on combine l'ensemble des horizons de temps. Et pourtant, ce sont les phases de tendance qu'il faut privilégier pour les stratégies de trading, car en range, à moins d'intervenir au contact des bornes extrêmes, la probabilité de réussite d'un scénario de trading est plus faible. Sur le court terme, le marché AUD-USD s'établit donc entre 0,7590 et 0,7670 à l'image des 12 030, 12 090 sur le Dow Jones FXM Dollar Index. J'aurais tendance à m'intéresser à ce niveau de support ici pour envisager des stratégies d'achat. Donc c'est un contrat pour la différence ici, 12 030 points. Voilà, donc tant que USD se maintient au-dessus des 12 000, 12 030 points, je pense qu'il peut pousser plus haut, ce qui correspond à la résistance des 1,08, 1,0820 sur le cross euro-dollar. Tant qu'euro-dollar se maintient sous 1,08, 1,0820, je pense que le risque est toujours à la baisse. GBP USD, comme chaque jour, je rappelle que c'est cette paire en dollars qui est la moins limpide à lire, mais sur laquelle je défends une vue de marché négative. Tant qu'on se maintenait sous la résistance des 1,50 $, les cours sont comprimés par la moyenne mobile à 20 jours ici qui appuie précisément sur les cours, et donc je pense que tant qu'on se maintient en dessous, le risque est de revenir ici chercher les plus bas ici. Voilà, donc tant qu'on se maintient sous MM20, le NZD-USD, je vous ai expliqué hier que tout a commencé par un bull trap au-dessus des 0,76, indiqué par le fait que la résistance horizontale d'horizon de temps hebdomadaire se situe à 0,77 $. Le fait de réaliser un piège à l'achat, faux signal technique acheteur, se traduit par souvent un contre-pied en sens inverse. Le contre-pied baissier, on retrouve ici ce canal de baisse dont je vous ai parlé hier. Dernier signal technique, vendeur donné, la cassure de cette ligne de tendance, ça continue de baisser et je pense que cela a de fortes chances de se poursuivre d'ici la publication du rapport NFP le vendredi 3 avril. Donc AUD-USD c'est limpide, NZD-USD c'est globalement limpide. USD-CAD, j'ai proposé un article en début de semaine sur notre site, c'est un range trading ou un trading range, peu importe, 420 pips de range. Un range commence à s'appréhender en stratégie de trading. On peut acheter la borne basse, éventuellement shorter la borne haute, sachant qu'il est recommandé d'intervenir dans le sens de la phase directionnelle qui a précédé l'établissement du range. Alors je vous le donne en mille, quel est le sens de la phase directionnelle qui a précédé l'établissement de ce range entre 1,2380 et 1,28? C'est une tendance, en effet, je l'ai entendu, haussière. Vous l'avez toutes et tous pensé très fort. En l'état, cela m'invite toujours à défendre un intérêt positionnement long sur un 23,80, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, c'était la semaine dernière avec une divergence haussière ici de momentum, un signal donné ici à la cassure des 1,2489 pour rejoindre 1,28, le marché a fait 1,2783, retombe, est actuellement soutenu sur le court terme par MM20, peut-on l'utiliser? Je dis pourquoi pas, bémol, une moyenne mobile flat lorsqu'elle traverse ici un range n'a pas d'utilité.
D'ailleurs, dans un range, les indicateurs de tendance étant plats, ils sont malmenés par les cours, traversés de part et d'autre, et n'ont donc finalement que peu d'utilité, ce qui est très différent lorsque vous êtes dans le sens d'une tendance. USD-Yen, concrètement, c'est le même topo que sur le dollar US. Regardez, ce sont les mêmes chandeliers. Vous avez ici US dollar index et vous avez ici USD yen. C'est le même mouvement. Pourquoi? Parce que USD imprime sur les autres devises sa dynamique. D'autre part, JPY est sous pression depuis le début de la semaine suite à tout un réseau, je dirais, de statistiques industrielles nippones décevantes qui ont été publiées depuis le début de la semaine. Donc en tout cas, voilà où en est l'USD yen. Et au-dessus des 119, je vise toujours, et je n'ai pas changé d'avis, les 120,60. C'est globalement ce que je répète depuis donc le début de la semaine, ici sur ces paires en dollars. Donc concrètement, tout ce que je dis sur les paires en dollars depuis le début de la semaine n'a pas varié. Le CAC, le DAX, les indices boursiers européens, ce sont des choses qui ont été évoquées ce matin. Je vous ai montré tout à l'heure en guise d'introduction une synthèse Bloomberg des indices PMI manufacturiers au sein de la zone euro au mois de mars. Sans surprise, on voit que ça a soutenu le marché action de Shanghai ainsi que le marché action de Hong Kong. Alors, sur la plateforme, vous avez accès à l'indice Hang Seng qui représente la dynamique du marché boursier de Hong Kong, qui n'est pas le marché action chinois domestique, ce n'est pas la Chine continentale. Même si actuellement un rapprochement a lieu entre Shanghai et Hong Kong, c'est quand même différent, notamment sur les actions qui sont cotées. Il y a beaucoup plus, il y a énormément d'actions internationales à Hong Kong, environ 1 sur 2, alors que la place boursière de Shanghai, ça rassemble des boîtes chinoises, quoi. Le CAC, qu'est-ce que j'ai raconté hier, comme bêtise ou pas, on va le savoir tout de suite. J'ai formulé une hypothèse. Alors, dans l'étape, il y a plusieurs étapes lorsqu'on propose un travail de prévision de marché. On peut faire des hypothèses, et puis on finit par en choisir une, et lorsqu'on a fait un choix, ça devient une vue de marché ou une anticipation qu'on assume jusqu'à ce que soit elle soit succès, et donc un objectif atteint, soit invalidé, c'est-à-dire qu'elle est stoppée. Hier, j'ai formulé non pas une vue de marché sur le CAC 40, mais une hypothèse. Une hypothèse graphique, car à la base, c'est un range entre 5000 et 5100. Jusque-là, tout le monde l'a vu. L'hypothèse que j'ai formulée est celle de la construction d'une figure graphique bien précise, qui est celle d'une formation en épaule, tête, épaule. Alors, j'ai mis des points d'interrogation pour bien spécifier justement qu'il ne s'agit pas d'une vue de marché, mais d'une hypothèse. Dans tous les cas, où en est-on? L'hypothèse est-elle toujours active? Oui, elle l'est. Pourquoi? Eh bien, essentiellement grâce au chandelier de la session européenne, en tout cas de la première partie de la session européenne, avec ce matin un rebond impulsif du CFD FRA 40 sur le niveau des 5000 points, qui correspond précisément à l'amplitude inférieure de l'épaule gauche. Donc, jusque-là, cette hypothèse que j'ai formulée ici se matérialise. Pourquoi? Parce que ce matin, vu la formation de ce qui pourrait s'apparenter à une épaule droite. Qu'est-ce qui transforme maintenant cette hypothèse en vue de marché active? Il faut briser la résistance, et qui s'établit à 5105 points. A-t-on brisé la résistance à 5105 points? Excellente question. Plus haut à 5110 points. Alors vous pouvez me dire, mais on a fait 5110 points, donc c'est actif. Non, car j'utilise en intraday les chandeliers japonais H4 et seules les clôtures, 4 par jour que je suis, il faut bien dormir, 7h, 11h, 15h, 19h. Je ne suis pas l'autre. Les deux autres. Enfin, je ne suis pas celle de la session asiatique. A-t-on inscrit un cours de clôture au-dessus de la résistance? Naturellement, la réponse est non. Donc en l'état, nous sommes toujours dans ce scénario qui voit l'hypothèse graphique d'une structure en épaule-tête-épaule, inversée, mais ce n'est pas une vue de marché. Le jour où cela deviendrait une vue de marché, deviendrait AIT conditionnel, car ce n'est pas le cas, la cible serait à 5200 points. Qu'est-ce qui l'invaliderait? Briser 5000 points. Tout simplement. Voilà donc
la cartographie chartiste que je peux vous proposer ici sur notre indice CAC 40 qui dévoile 17% de performance trimestrielle, mais attention, si vous corrigez cette performance trimestrielle du taux de change euro-dollar, le CAC 40 affiche environ 6,5% de performance. Ce qui est quand même à rapprocher de la performance de Wall Street, car si je corrige le CAC 40 du taux de change euro-dollar, qu'est-ce que je crée? Je crée un CAC 40 en dollars US, tout simplement. Donc en l'état, même avec un 6,5 en dollars US, c'est toujours mieux que le SP, que le Dow, et c'est mieux que le Nasdaq. Le Bund, notre ami le Bund, 4e semaine de quantitative easing. Eurosystème, Banque Centrale Européenne, nous a indiqué lundi avoir acheté 41 milliards de titres de dette en 3 semaines. Concrètement, la Banque Centrale Européenne n'a pas trop de difficultés à trouver de la dette à acheter. Elle en rachète environ 15 par mois, par semaine, pardon. Le Bund, toujours pareil, un range 156-160. On s'établit à l'intérieur dans un canal à faible pente. Je vise toujours 160. Nous sommes à 159,05 et je n'ai pas changé d'opinion. Donc voilà pour cela. J'ai fait d'ailleurs un bilan des performances des rendements obligataires. Ils ont été divisés par 2 au sein de la zone euro pour les pays core au premier trimestre. On est passé de 0,40 à 0,20 sur le rendement allemand par exemple. Aux US, c'est globalement stable, parce qu'on a oscillé autour des 1,95 de 2%. Donc là, il y a clairement aussi là des différences. Bon, le CAC, le DAX, les autres indices, on en a parlé. Je pense que vous avez eu un bon topo déjà ce matin. Laissez-moi maintenant revenir sur le marché action britannique. Est-ce fini? Doit-on cesser d'envisager un FTSE 600 au-dessus des 7000 points? C'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Jetons un œil au chandelier mensuel du FTSE. J'ai depuis hier une clôture mensuelle. Bon, je dois admettre qu'elle n'est pas exceptionnelle, cette clôture mensuelle, ni ce chandelier mensuel. Je vais avoir du mal à répondre, mais j'ai encore envie d'y croire. À cette capacité du FTSE de pousser davantage. Mais il ne faudrait clairement pas repasser sous les 6680. Sinon ce serait sérieusement compliqué. Ce matin, en première partie de session européenne, il y a eu une réaction assez impulsive du FTSE qui est passé de 6730 à 6850. Il y a eu des flux ici sur le marché action anglais. On tient une ligne de tendance qui est en place depuis décembre dernier. C'était en fait le premier test, puisqu'ici il y a 2 points. 2 points permettent de tracer la ligne de tendance. Le 3e point, eh bien, c'est le premier test. Donc ça a lieu ce matin. En l'état, je surveille aussi cette possibilité d'avoir une micro-div, mais j'aime pas tellement la façon dont elle est faite parce qu'on n'est pas en zone de survente. Donc je reste plutôt assez méfiant. Mais voilà, clairement, il va falloir tenir impérativement ce niveau de prix, sous peine de voir finalement l'incapacité de la Bourse de Londres de déborder ses sommets historiques. Ce qu'elle a tenté de faire aux alentours du 20, 23, 24 mars ici, et puis c'est retombé, on n'a pas réussi à pousser. Globalement, on peut aussi rapprocher ça du fait que je dirais que la livre sterling, certes, elle a chuté face au dollar US, et notamment au premier trimestre, mais c'est essentiellement parce que le dollar US a monté. Globalement, la livre sterling, elle a quand même été sous pression, mais elle se reprend depuis quelques séances, depuis le 24 mars. Vous l'avez vu sur le GBP AUD, vous l'avez vu sur le GBP NZD, sur le GBP 4, et pourtant, je n'ai pas abandonné. Donc, tant que le FTSE se maintient au-dessus des 6700 points, je pense qu'il y a toujours la capacité de revenir travailler les récents plus hauts, mais je dois admettre que c'est plus faible que ce que j'avais envisagé. Bon, le MIB, l'IBEX, vous l'avez compris, c'est toujours haussier avec du potentiel. Voilà, l'IBEX qui avait réalisé un beau pullback ici sur son précédent top de 2014. Bon, l'idée c'est de bien se positionner, donc d'attendre des niveaux de support. Là, on peut s'établir sur un range de... Enfin bref, bon, vous avez compris le principe, on en a, je pense, suffisamment
bien parlé de ces marchés. GBP CAD, vous avez eu un beau topo ce matin avec une phase de hausse qui s'est interrompue suite hier à la publication d'un PIB canadien globalement solide, ce qui a quand même permis d'atteindre 1,8912, non loin des 1,8964 que j'envisageais. Le CAD a tendance à se renforcer depuis hier la publication d'un PIB intéressant, stand-by sur le court terme, stand-by, quitte à y revenir quand ce sera plus calme. Par contre, le GBP AUD, lui, je pense, peut prochainement relancer à la hausse. Le GBP AUD, je vise toujours 1,97, 1,9650, 1,97. J'ai l'impression que le GBP AUD fait un range, peut-être un drapeau. Idéalement, j'aimerais utiliser le support des 1,93, cette ligne de tendance, pour réenvisager quelque chose. Donc patience, mais je surveille comment attraper, comment avoir cette ligne de tendance. Vous vous mettez sur les chandeliers H4 et vous attrapez tous les points bas des séances, tous les points bas du 26 mars ici, ce qui vous permet d'attraper cette ligne de tendance. D'autre part, vous avez un niveau horizontal ici à 93. J'attends aussi que le RSI H4 revienne à la neutralité. Ici, le seuil des 50, un peu comme on avait fait dans cette phase d'impulsion ici, où on avait eu assez longtemps la neutralité agissant comme support, jusqu'à ce que la tendance s'inverse. Mais je dirais qu'on se situe davantage dans cette phase-là. On a fait une impulsion, et là on est en train de faire ce type de correction. Donc c'est ce que j'attends là, correction qui peut nous ramener peut-être éventuellement à 1,93, à moins qu'on fasse un flat au-dessus des 1,94 et qu'on relance, aucune idée, mais pour le moment, patience. Mais je pense qu'il y a encore quelque chose ici à attraper. Alors, le GBP NZD lui aussi a sacrément bien rebondi. Là, sur le court terme, il est remonté à 2. Hein. C'est une résistance, forcément, ça temporise légèrement. Les marchés actions US. Les marchés actions US, je vous ai montré hier 3 graphiques en données journalières. Ce sont 3 ranges. 3 ranges pour des marchés flat. Flat depuis le mois de décembre dernier, sauf le Nasdaq. Le SP500, un range entre 2040 et 2120. Pour le moment, on est dans le premier tiers, donc un range 2040-2120. Le dos, il y a exactement le même type de range ici, mais j'y vois davantage un drapeau sur le Dow Jones, alors que j'ai essentiellement tracé sur mes graphiques en données journalières, mais je vais vous le remontrer tout de suite ici sur ce graphique H4. Voilà comment je vois les choses. Voilà, de cette façon là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, un vaste drapeau ou un canal de baisse, enfin je vois plutôt ça comme un drapeau. On est en H4, on a fait une impulsion ici en février entre 17 000 et 18 300. Je pense qu'on est en train de la consolider. C'est voilà, c'est ce qu'on a fait sur le trimestre, c'est globalement flat. Tant qu'on est là-dedans, bah, on n'ira pas vers de nouveaux plus historiques. Si jamais ça brise par le haut, ce sera sérieusement fort. Moi, je m'intéresse toujours à la partie basse pour envisager des stratégies positives. Et le Nasdaq 100, c'est exactement la même chose, mais je le trouve beaucoup plus propre. C'est un range aussi entre 4290 et 4480. Donc je m'intéresse toujours à la partie basse et aux 4290 pour des stratégies d'achat. Bon, les pétroles, j'en ai suffisamment parlé hier. Les métaux précieux, idem, sur le court terme, ils se reprennent essentiellement parce que le dollar US temporise. Les métaux précieux, jetez un œil d'ailleurs si la question est de savoir est-ce que les métaux précieux, nos CFD sont négociables vendredi saint, vendredi 3 avril, jour de NFP. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier, hein, modification des heures de trading, c'est dans le forum. Mais en tout cas, les métaux précieux seront comme d'habitude sensibles et fortement sensibles. L'once d'or en données journalières, je vais vous remontrer ce chart. On a fait un chandelier qui était particulièrement baissier, c'était le 26 mars, qui s'apparente finalement à un simple pullback sur cette ancienne ligne de tendance haussière qui avait été cassée. On a corrigé, là on se reprend. Je dirais que maintenant, entre 1180 et 1200, c'est aussi complètement neutre. Hein, la plupart des marchés. Malheureusement, je ne vais pas créer des tendances si on n'a pas. Mais fort à parier qu'en amont de ce rapport NFP, ce marché reste prisonnier
de ces bornes-là, 1178, 1200. Pour le moment, donc ça tergiverse, et là, j'y vois pas non plus quelque chose d'hyper limpide à faire. Alors, je jette un œil à vos commentaires, et puis... Alors, une question de visiteur. Vais-je pouvoir répondre à cette question? Est-ce que le QE nous appauvrit, nous les Européens de base? Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Ça dépend ce que vous entendez par appauvrissement. Je dirais que ça dépend de tout un tas de choses, hein. Si on part du principe que ça a par exemple pour effet de soutenir le prix des actions, bah, ça dépend si dans votre épargne une partie importante est allouée aux actions de la zone euro. Dans ces cas-là, ça va y avoir une espèce d'effet richesse, mais encore faut-il avoir des actions françaises. Si à terme l'objectif c'est de relancer la hausse des prix, la hausse des salaires, etc., bah, c'est censé aussi nous enrichir. Mais il y a plusieurs réponses qu'on peut apporter à votre question, mais je dirais que tout dépend, il n'y a pas une réponse générale. Alors, Hubert, les actions, c'est pour quand? Eh bien, je pense avant d'ici l'été prochain, etc., etc. Voilà, bon, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Un webinaire tout à l'heure à 18h. Notez bien, demain, première édition du nouveau programme 8h45, le rendez-vous des scalpers. Lundi soir, vous avez pu assister à la méthodologie de ce rendez-vous. D'ailleurs, c'est un webinaire qui sera reprogrammé. Donc, demain, 4 points de marché, 8h45 le rendez-vous des scalpers, 9h15 le Good Morning CAC 40, 11h le Morning Meeting, 15h15 le Wall Street Insider et 18h le webinaire éducatif. 5 émissions, soyez nombreuses et nombreux dès 8h45 demain matin. Merci à toutes et à tous et à demain.